Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, peut-être même que vous êtes en vacances, mais moi ça va tranquille, je suis content de vous retrouver, ici Clemzer pour cet épisode 10 du podcast, Le Pont entre les arts. Le concept du podcast est simple, j'invite des artistes spécialisés dans un domaine pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Dans ce 10e épisode, je suis accueilli par le Cast Studio, géré par Mindset, et je reçois Mohamed Merabé, humoriste qui rôde son spectacle depuis 3 ans maintenant dans les comédie clubs de Lille et d'ailleurs. Comme le veut le podcast, on ne parle pas de stand-up, mais on parle de musique et son rapport avec celle-ci. Alors bonne écoute. Déjà Mohamed, comment tu vas ? Super, écoute, un peu fatigué, mais ça va. Ça va, mais La forme quand même. je vais te... Là, il y a le café, ça va te détendre. Tu vas passer un bon épisode. Pour te présenter rapidement, toi, tu fais du stand-up depuis 3 ans. Donc, tu es stand-upper. Tu as bientôt ton spectacle, ta première de ton spectacle au Spotlight de Lille, mais ça, on y reviendra plus tard. On en parlera après. Mais aujourd'hui, donc, tu connais un peu le principe du podcast. Je ne t'ai pas invité pour parler de stand-up. Je t'ai invité pour parler d'un autre art que tu affectionnes tout particulièrement, c'est la musique. Et le peura, en fait, parce que c'est la rue. Pas du tout. Pas du tout. En plus, c'est même pas vrai. Non, c'est même pas vrai. Mais je sais pas si tu as déjà un peu regardé le podcast. On a une petite tradition dans le podcast, c'est de commencer par voir un peu tes premiers rapports avec cet art-là. Donc, ça veut dire, quand tu étais petit, est-ce que tu écoutais de la musique ? Est-ce qu'à la maison, ça écoutait un peu de musique ? C'est quoi tes premiers rapports avec ça ? En fait, j'ai tellement de souvenirs mélangés. On n'avait pas forcément la musique sur Internet à l'époque, ni forcément de CD et tout. Mais je sais qu'on regardait beaucoup à la télé, tu sais, qu'on laissait un peu à l'époque MCM, MTV, etc. Les premiers sons d'Eminem que j'écoutais. Mes premiers souvenirs, c'était Claude François. Parce qu'une fois, j'avais ramené la télé dans ma chambre. Je sais plus comment j'avais fait ça. Ma mère était pas forcément au courant. J'avais réussi à la brancher, j'avais réussi à mettre... Et il passait des sons à la télé, il était tard la nuit. Et je me souviens que j'avais écouté un petit peu... Claude François, franchement, j'avais kiffé à l'époque. Mais c'était quoi ? C'était sur MTV du coup Je sais, non, pas sur MTV. Ouais, pas Claude François sur MTV. Claude François sur Mais MTV. je sais plus, je crois que c'était la télé la nuit, que j'étais un petit peu livré à moi-même petit. Je faisais un peu ce que je voulais. Donc j'ai réussi à me démerder pour avoir la télé. Et j'ai juste mes premiers souvenirs là de musique, c'est ça. Les tout premiers en tout cas, c'est ça. Mais mes vraies émotions avec le son, en tout cas, mes premiers amours, je crois que c'était Rof. Okay. Parce que mes cousins m'avaient donné un CD. C'était l'album, je sais plus, où il y avait La Puissance. Ok. La fierté des nôtres, je crois. La puissance, c'est dans Au-delà de mes limites. Au-delà de mes limites. Mais attends, mais là, t'as quel âge quand tu commences à écouter du Rof là ? Je sais pas, je suis dans 96, sorti en 2004, donc... Ah ouais, à 8 ans ? Bah ouais. Ah ouais, la vie, c'est dur. La vie, c'est dur, il n'y a pas de Disney, mon pote. Mais parce que tes parents, ils écoutaient pas du tout de musique ? Non, ma mère était pas forcément très portée culture et tout. Ouais, pas forcément. Je t'ai dit, pas de CD, pas de cassette, juste beaucoup de télé et tout. Et la seule musique qu'on entendait, c'était celle des voitures qui passaient en boîte à capter. Pas du tout de musique, même en voiture Pas de voiture, ma mère a pas de voiture. Ok, je voulais pas te Moi, une vie miséreuse, quoi. Aucun bonheur, aucune musique. Aucun bonheur, non. Okay. Non, mais c'est pour ça que moi, ça me touchait beaucoup. Et c'était beaucoup quand je regardais les films. C'est pour ça, à chaque fois qu'on me parle de titres et tout, j'ai pas forcément des titres en tête. Mais si je vais écouter n'importe quel son, ça va me parler. Si tu vois, j'ai des souvenirs de musique d'oreille quand j'allais voir ma tante le samedi matin qui faisait le ménage et qui me mettait un peu de musique et tout. Tu vois, j'ai plein de trucs comme ça. Je pourrais pas te dire, genre de Earth, Wind and Fire que ma tante écoutait de temps en temps aussi. Tu vois, enfin, c'est. Donc c'est quand même des premiers rapports jeunes à la musique. Ouais, direct. Ouais. Et mais du coup, donc toi, t'as pas trop de rapport avec tes parents et la musique. Mais toi, c'était plutôt tes cousins. C'est plutôt mes cousins. Parce que c'était plus grand que toi. Ouais. Ils ont office de grand frère, un petit peu. Ok. Parce que toi, t'es fils unique. Ouais, je suis fils unique. Donc les cousins qui te ramènent un peu de musique. Ouais, beaucoup de street, beaucoup de street, ouais. Y a pas de trucs enfantins, comme je t'ai dit, pas de Disney, pas de trucs gnangnan. Mais Rof, c'est quoi qui t'a parlé direct En fait, je sais pas, c'est comme... je fais le parallèle avec le foot aussi, tu sais, les émotions où tu supportes un club dès le début, bah tu sais pas pourquoi. Tu vois, t'as juste un coup de cœur comme ça. Et moi, je sais pas, il y avait juste un truc où j'avais l'impression que ça me parlait, et que ça dessinait un peu... Enfin, ça rappelait un peu l'environnement où je grandissais, tu sais. Il y a un mec qui en parlait. Même ça faisait aussi un petit peu rêver et tout. Et puis, même j'ai toujours trouvé Rof un peu drôle, tu sais. Genre le son, arrête ta flûte. Arrête ta flûte ou je t'insulte. Je sais même pas pourquoi je dis. Juste ça me faisait rire déjà petit. Je pense que
J'aime bien dire, bon, je parle un peu de ça, mais sur scène, j'aime bien dire que j'avais pas de magie dans mon enfance. Bah, même dans la musique, il y avait pas de magie, quoi. Ouais, C'est c'est marrant parce que la vraie vie. t'as direct, c'était très rap de rue. Ouais. Mais donc, t'étais en mode, t'écoutais tout le temps Rof, ou t'avais d'autres artistes Non, où ils te faisaient découvrir d'autres artistes non, mais après, vu que j'écoutais à la télé, il y avait aussi beaucoup de variétés à l'époque, tu vois. Garçon, si t'en avais la... Non, mais tu vois, il y avait plein de trucs, j'avais plein d'influences mélangées et tout. Plus tard, tu sais, t'avais des trucs de tectonique où, je peux l'avouer devant vous, pour une fois. J'ai aimé la tectonique à un moment dans ma vie. Mais ça va pas durer longtemps. Non, mais j'avais la crête et tout, mais Ah ouais? je te jure, en fait, il faudrait que je retrouve des photos, je te jure, c'est vrai. S'il te plaît, pour le podcast, retrouve une photo. Franchement, ouais, je vais faire ça. C'est ma mère, mais je vais retrouver ça. Avec plaisir. Mais ouais, plein d'influences diverses et variées. Et puis, Donc quand même, à l'époque, c'est rap majoritairement, mais tu éponges un peu sur d'autres styles que t'entends. ouais. Genre, là, actuellement, j'ai tellement grandi avec le rap qu'aujourd'hui, en fait, ça a été mon éducation. Je peux même pas m'en séparer, en fait. Pour moi, le rap fait partie de la musique, il fait partie de ma vie et tout. Ça m'accompagne dans tout. Ça m'accompagne quand je marche, ça m'accompagne quand j'ai envie de réfléchir, ça m'accompagne quand j'ai envie de m'amuser. Tu vois, c'est genre toute ma vie, en fait. Ouais, c'est la BO de ta vie, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Mais je vois la musique, j'écoute la musique comme une BO à chaque fois. Ok. Et donc ça, c'est beaucoup tes cousins qui te font découvrir. Mais est-ce qu'il y a un âge quand même où tu commences à découvrir de la musique par toi-même? Est-ce que tu te rappelles un peu la première baffe que t'as pris, tu sais, que t'as découvert Je pense que comme tous les mecs de ma génération, c'était Justin Bieber, je déconne. Je déconne. Ça, Non, t'as le vraiment, droit, non, hein, c'était ici, section d'assaut. Casquette à l'envers. Ça, c'est- Parce que t'écoutes quand même Rof depuis que t'as 8 ans. Oui. Parce que Section d'Assaut, c'est quand même largement après. Oui. T'as- Mais j'ai aussi un autre souvenir de musique. Je t'avais dit que, vu que j'avais grandi en foyer aussi, j'avais un éducateur une fois qui avait mis un son. Il me dit, vas-y, si tu devines, parce que j'aimais bien, il m'a dit, si tu devines, je te donne le CD. C'était un truc gravé, donc je pense que c'était juste un gros rat. mais en fait, ça m'a fait plaisir. C'était Notorious Big. Ok. Et t'avais donc- deviné? Et j'avais deviné, je sais pas en fait, parce que grâce à mes cousins, j'avais des noms, je me suis dit vieux rappeur et tout. Au début, je dis Tupac, après Notorious Big, parce que j'y connaissais rien. Et j'ai gagné le CD, et du coup, après, j'ai découvert le rap un peu à l'ancienne, Notorious Big, etc. Et puis après, de fil en aiguille, ça a toujours été un peu des découvertes un peu hasardeuses, tu sais. J'ai toujours été un peu ouvert à tout type de musique au final. Et dans le rap américain, tu t'intéresses aussi aux paroles ou c'est vraiment le bounce un peu de... Bah, quand t'as 10 piges, t'es pas là en train de dire. Je sais pas, peut-être ça, tu peux te Putain. dire je vais apprendre l'anglais. Les Ten Cracks Commandments, ça c'est. Non, tu vois. non, pas. J'ai pas intellectualisé tout de suite la musique. C'est venu après. Mais non, au début, c'était vraiment genre, tu sais, l'émotion pure que ça me procurait, que ce soit avec les instrus, que ce soit avec le flow, avec des trucs comme ça. Ou tout de suite, même des fois, t'as même pas besoin de comprendre les paroles. C'est comme quand on va te dire un mot, je sais pas, moi, dans une autre langue, tu vas comprendre le sens direct. Parce que l'intonation, le mot, la musicalité du mot, elle veut dire quelque chose déjà en soi. Moi, c'était un peu ce que ça me transparaissait. Ouais. Parle bien français, hein, toi. Que ça te transmettait peut-être. Et donc en Section d'Assaut, ils arrivent, donc toi t'es au lycée, je pense, à peu près. Je suis au lycée, je suis au collège en fait. Au collège même. Ouais, je suis en 4e. Toi t'es plus jeune que moi. Bah non, je suis 96. Bah ouais, on a le même âge. Bah ouais, moi c'était. T'as renouvelé? Ah non, 4e c'était Kesha. Kesha. TikTok. TikTok, on the clock. Je chante super bien. Et non, c'était plus en 3e où je suis arrivé. Je me souviens comme si c'était hier. Parce que je mettais encore des snapbacks. Ok. Tu vois, du coup, ça me parlait. En plus, c'est vrai que moi aussi j'avais eu cette transition où au collège, c'était beaucoup les trucs, Kesha, les trucs qui passaient à la radio, quoi. Oui. Encore beaucoup de Cascada et tout. Tu te rappelles Ouais. c'était vraiment les hits. Oui. Et c'est Section d'Assaut, quand ils sont arrivés, quand on était au lycée, qui ont vraiment ramené ce truc de populariser le rap Ouais, exactement. et de l'ouvrir un peu. Oui, et puis c'était tout public et en même temps c'était assez. Ouais, c'était quasiment du rap d'adulte. Mais je sais pas pourquoi on aimait bien. Peut-être c'était la musicalité. Et encore une fois, le fait de parler de casquette, c'est tout con, mais ça va parler aux jeunes forcément. Enfin, c'est un geste qui est facile à adopter. Casquette à l'envers et tout. Il y avait What by Night, on n'allait pas en boîte de nuit, mais on kiffait quand même le son. Tu comprends un peu le truc. Après, j'ai aussi grandi avec d'autres artistes comme tout le monde, comme Jam, c'est tout, tu sais, la boulette. Ça m'arrivait parfois de chanter avec ma mère la boulette. Ouais. On avait une relation très saine. Avec ta mère. Avec ma mère. Mais ta mère, elle écoutait pas de musique parce qu'elle écoutait pas, mais elle était quand même intéressée. Bah oui. C'était toi, tu lui faisais découvrir des sons un peu. Bah en fait, tu vois, en mettant à la télé, même ma mère elle aimait bien aussi, vu qu'on traînait beaucoup chez mes tantes et tout. Bah les influences, faut qu'elles se croisent parfois, tu sais, frère. On écoute un peu tous la même musique au final.
Genre, j'ai déjà chanté Bout de Bille aussi avec ma mère, c'est pas. Tu vois? Genre, non, vraiment, il n'y a pas forcément de limite. Ma mère était pas en train de dire Dalida, meilleure chanteuse, la musique c'était mieux avant, tu vois, non. Et elle savait que t'écoutais Rof à 8 ans, parce qu'en général, les parents, tu sais, le rap, quand t'es enfant. Ouais, tu sais, dans ma famille, il n'y avait pas forcément ce truc-là de tu vas dodo, je te raconte une petite histoire, tu fais attention à ce que t'écoutes. Ouais, pas ça, on s'en bat les couilles. Ouais. Pardon pour les gros mots, mais Pas de soucis. tu captes. Il faut que les gens captent à quel point t'es vulgaire. Je suis un gars, je parle avec le cœur, t'as capté. Tu peux pas t'excuser d'avoir dit on s'en bat les couilles alors que tu viens de me parler de Rof pendant 10 minutes. C'est juste. Donc on continue de remonter un peu ta vie et la musique qui t'accompagne. Donc section d'assaut au lycée, ça te met une balle. Et donc là, ça fait un petit moment quand même que t'es plus au lycée. On a eu le bac il y a 10 ans, quoi. Waouh. Et est-ce que quand même depuis... Parce que je sais, parce que je le vois dans les stories que tu utilises, dans les musiques que tu utilises pour tes stories et tout, tu utilises beaucoup de chansons d'époque, quoi, de trucs à l'ancienne. J'ai l'impression que t'es quand même beaucoup attaché à cette époque. Ouais. Est-ce que tu découvres encore des nouveaux sons? Ça t'intéresse ce qui sort? Est-ce que tu t'es pris des claques, en gros, sur les dernières années En fait, j'ai beaucoup découvert. J'ai fait des festivals, j'ai fait. Donc, mais genre, c'est là où j'ai découvert Tiakola. C'est pas un mec vers qui j'irais de base. Et j'ai découvert Tiakola, j'ai adoré. Ziak aussi, tu vois. Mais c'est pas hyper récent non plus parce que ça fait quand même quelques années. Mais parfois, je me prends des claques. Encore une fois, tu sais, j'ai pas forcément les titres, etc. Mais je t'ai dit, genre, il y a Tiff, génial, un bête d'artiste. Tu vois, des mecs comme Soul King aussi. T'as toujours des mélanges un peu d'influence. C'est vrai que j'aime bien mélanger, écouter des sons super récents et des sons hyper anciens. Et peu importe le genre et tout, j'aime bien mélanger les trucs. Et est-ce que sur les sons hyper anciens, tu les écoutes par nostalgie? Tu les écoutes parce que ça te rappelle des moments? Tu sais, genre tu te remets un son de Rof, tu te dis putain, là, quand j'ai découvert, j'étais là, ça me rappelle quand je marchais pour le collège, machin. Ouais. Ou c'est vraiment juste parce que tu kiffes encore les sons? J'écoute beaucoup les trucs par rapport aux émotions qu'elle veut me procurer sur le moment, de ce que j'ai besoin. C'est un peu comme une thérapie. Il y a des fois des mecs qui vont juste faire un footing. Moi, j'en fais pas. Du coup, j'écoute des sons. Et ce que j'aime, c'est vraiment les sons qui vont... J'aime bien les sons un peu rap vénère et tout. Il y a comme un truc où ça va me... En fait, je vais déverser un peu ma haine sur le moment. J'écoutais beaucoup Vald pour ça. Ok. Oui, qui faisait du rap bien hardcore, bien sale, comme j'aime bien parfois. Et que ça me permet de juste de relâcher la pression. Premier texte j'en parle encore, de stand-up que j'avais écrit. Je l'avais écrit en écoutant Primitif de Vald. C'est pas un son qui est hyper connu, mais c'est un son que j'adore. Mais il est un peu, c'est un peu violent, tu vois, c'est un peu... Voilà, quoi. On va revenir après sur comment la musique, ça t'accompagne dans le stand-up et tout. On y reviendra après. Mais toi aussi, ce que tu disais, t'as été en festival, t'as aussi eu une ouverture sur d'autres musiques. Aujourd'hui, t'écoutes pas que du rap. T'écoutes aussi bien de la variété, que de l'électro, que de la techno. Est-ce que c'est quelque chose... Tu veux dire que je suis devenu un énorme drogué, c'est ça que tu... Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est toi qui le dis et t'as le droit de faire ton coming out. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, t'as cette ouverture. Mais est-ce que ça, tu l'as eu depuis toujours? Donc tu dis que quand même, t'as été confronté au rail, à la variété par toi-même quand t'étais petit. Mais est-ce que ça s'est accentué à un moment? Est-ce que t'as découvert... T'as eu des rencontres aussi peut-être qui t'ont fait découvrir d'autres styles musicaux? C'est plus la rencontre. Ouais. Parce que de base, c'est vrai qu'à un moment donné... forcément, quand t'es enfant, t'es un peu plus ouvert, t'es un peu plus une éponge, tu prends un peu tout, t'écoutes tout. Quand t'arrives au collège, lycée, surtout quand t'es dans un quartier, il y a toujours ce truc-là de pas écouter d'autres types de musique parce que c'est pas pour nous et je sais pas quoi, on n'a rien à voir avec ce genre de son. Et du coup, j'étais un peu resté bloqué rap, mais j'ai commencé à me débloquer en arrivant à la fac, en faisant des rencontres aussi plus tard et tout, avec des potes qui m'emmenaient en festival comme ça, juste pour passer un moment parce qu'ils faisaient découvrir leur univers. Et je découvrais aussi à travers la musique des gens. Et les gens faisaient découvrir la musique. Donc ça a toujours été une espèce de liant, quoi. Pour toi, la musique, c'est de l'échange, quoi. Ouais, c'est de l'échange. Bien sûr, c'est de l'échange. C'est vrai que des fois, t'en apprends beaucoup sur les gens avec ce qu'ils écoutent. De fou. Ah ouais. Ouais, exactement. Bah, genre, ça dessine un peu leur personnalité. Et je sais pas si t'as déjà fait ça, toi, mais... C'est moi qui pose les questions maintenant, c'est mon podcast. Pas de soucis, je suis ton invité. Mais je sais pas si t'as déjà fait ça, mais tu sais, une personne que tu connais pas pour la découvrir, même dans un date et tout, tu vois, tu peux parler, quelle musique t'écoutes? C'est une des premières questions que tu vas poser. Tu vas regarder la playlist, tu vas comparer, tiens, des sons que j'aime bien, des sons que je connais, tiens, ça j'aime bien. Mais... C'est vrai qu'en date, moi j'ai cette habitude de toujours demander, c'est quoi ton... Vas-y, tu dois choisir 3 artistes. 3 artistes que tu peux juste écouter, ces 3 artistes toute ta vie.
C'est une bonne Et question. c'est vrai que ça en dit beaucoup. Ouais, de faux. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais. Bah, imaginons, on est en date là. Ouais. Je te dis, c'est quoi les 3 artistes que. Arrête, Clément, je vais mettre la pression là. Pas de souci, mais Ah. les 3 artistes que tu devrais écouter toute ta vie là comme ça. Après, je suis pas hyper recherché, mais je pense que maintenant. Bon, Aznavour, c'est sûr et certain, je sais pas pourquoi, mais parce que c'est un peu de douceur aussi. Damso, c'est impossible que je m'en détache. Il n'y a pas un jour où j'écoute pas un petit son de Damso. Juste pour le kiff. Parce que je trouve qu'en plus, il écrit super bien. Et là, franchement, le troisième, je pourrais pas te dire parce que ça pourrait être tellement de gens. Et puis, vu que maintenant, j'ai un peu des influences techno et tout, ouais, vas-y, je vais repartir sur Duval. En vrai, c'est mes premiers vrais. J'étais un peu fan. Duval, il y a un spectre assez large. Large de fou. Puis, il a une écriture super drôle, en vrai. Moi, et rire quand t'écoutes du rap, ça n'a pas de prix. C'est vrai, toi, t'aimes bien. Ouais. Mais c'est vrai que là, t'as quand même dit 3 artistes qui écrivent bien. Pour le coup. Ouais. Très peu originaux, certes. C'est pas forcément des artistes de niche et tout. Mais au moins, je suis honnête, je peux pas le. Ouais, non, mais t'as raison. Je suis choqué que t'aies pas dit Rof. Mais. Ouais, non, parce que c'est bon. J'ai une période, j'ai trop écouté Rof avant. Ouais. Pour toute ta vie, peut-être pas. Non. Ok. Mais par exemple, Aznavour, tu découvres comment? Bah, Aznavour, ça a toujours fait partie de la vie de tout le monde, depuis toujours, tu sais. C'est genre. Je sais pas, mais puis je trouve que plus je vieillis, plus j'ai cette rêve-là de. Tu sais, cette vanne qui revient un peu entre potes. Hier encore, j'avais 20 ans. Je sais pas, ça me fait rire tout seul, tu sais. Pas très marrant. Non, si, c'est. Pas beaucoup d'amis, en soi. Moi, quand j'ai eu 20 ans, j'ai mis ma petite story avec cette chanson. Tu vois, mec, ça fait partie de la vie de tout le monde, Aznavour. Puis c'est pas uniquement que parce qu'il est décédé qu'il y a une hype, parce qu'il est mort, trop cool, là. Mais c'est que vraiment, il est là. C'est un monument de la musique française. C'est un peu la jeunesse de la musique qu'on a aujourd'hui, tu vois. C'est comme j'ai toujours dit, même les rappeurs le disent, que Jacques Brel, c'était le premier des rappeurs. Toi, c'est des sons qui sont tellement authentiques ou vrais que ça colle, en fait, avec ce que tu peux écouter aujourd'hui. Et Damso, pareil, tu découvres. Enfin, non, ça c'est arrivé plus tard, mais il y a beaucoup de gens qui découvrent Damso sur le tard, en vrai. Oui. Toi, tu le découvres à quel moment Je découvre parce que je suis dans la chambre étudiante d'une pote qui fumait des gros spliffs. Ok. Et qui me faisait écouter. Pour l'instant, ça correspond à ce que j'imagine des fans de Damso. Ah ouais, non, mais là, c'est une meuf, en vrai, à chaque fois, elle découvrait un artiste, il pétait après. Dans Lorenzo, elle avait découvert avant. Fianso, elle avait découvert avant. Il y a toujours un ou une pote comme ça. Au début, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle écoute? Elle est complètement folle. Après, tu dis, mais en fait, elle avait raison. Très forte. Et en fait, c'était sur la radio de Booba à l'époque. Il y avait Niska et Damso qui fait un freestyle. Bah, c'est le freestyle au calme légendaire. Au calme légendaire. Effectivement, c'est là où j'ai découvert ça. Je crois que c'était 2017, non? 2016? Ouais, c'est ça, cette époque-là. Ouais, c'est 2016-2017, je crois. Bah, tout de suite, j'ai kiffé. Mon cousin aussi m'avait fait découvrir Damso. Et à travers Damso, il m'avait fait découvrir Angèle. D'où l'importance, tu sais, d'échanger un peu. Et il m'a fait découvrir Angèle et tout. Et justement, tout un petit peu un écosystème de la musique belge. Après Axel Red, Axel Red, elle est belge, non? J'ai aucune idée. Je sais pas, j'ai dit ça au mode. J'ai dit peut-être ça va passer. Charles Aznavour aussi doit être belge, quelque part, finalement. Ça va peut-être faire partie de ce qui commence à relier un peu au stand-up. Toi, aujourd'hui, ton mode de consommation de la musique, comment tu la consommes? Est-ce que t'en as tout le temps, quoi que tu fasses, ou est-ce que ça correspond à des moments précis? Par exemple, je sais pas, quand t'écris, ou quand tu marches dans la rue, parce que t'aimes bien avoir un peu ce délire de bande-son qui t'accompagne, ou t'as l'impression d'être dans un film. Ouais. Ou est-ce que t'en écoutes plutôt seul? Est-ce que t'en écoutes plutôt avec tes potes et t'as encore ce truc d'échange encore maintenant? Bizarrement, il y a un truc. Tout à l'heure, je te parlais de date et tout. Tu poses la question de la playlist et tout, mais je trouve qu'il y a quand même un truc de l'ordre de l'intime dans la musique que t'écoutes. Il y en a qui facilement vont mettre la playlist pour une soirée en disant vas-y, je mets des sons et tout. Là où moi, je vais avoir moins confiance. Et je vais dire, mais non, c'est pas forcément des sons que vous allez kiffer. C'est plus des sons, moi, qui me parlent à moi, là, dans certaines périodes de ma vie et tout. La musique, j'en écoute beaucoup seul, par période. J'écoute, comme tout le monde, sous la douche, mais j'écoute beaucoup en écrivant. Mais en écrivant, ces temps-ci, j'aime bien écouter de la musique avec, tu sais, genre de la musique brésilienne, de la bossa nova et tout. Je sais pas, j'aime bien. Ouais. Genre, ça m'accompagne un peu. Musique d'ambiance un peu. Ouais, c'est un peu musique d'ambiance. Puis ça change. C'est pas juste un truc gnangnan répétitif et tout. Il y a encore de la vie, il y a encore un truc.
que j'aime bien et qui peuvent. Ça a changé depuis ton premier texte que tu écrit avec Primitif de Val. Ouais, frère, ouais. Bah, c'est parce que je pense que j'ai changé. Mon énergie a changé, j'essaie de. C'est vrai que ça en dit beaucoup en plus sur l'évolution que tu as eue pendant ces 3 ans de stand-up. Après, je t'ai dit, c'est pour ça que j'écoutais beaucoup de rap vénère. Enfin, je pense l'énervement pour moi et le stress, parce que c'est une forme de stress, l'énervement. Enfin, je pense que c'est la même famille au final. Mais c'est une forme de moteur. Et là, le fait que je grandisse, que j'arrive à me calmer, être un peu plus mesuré, mature et tout, je pense que je peux écouter des musiques plus calmes en disant que le calme me fait du bien et que du coup, comme ça, je peux être un peu plus productif. Même dans l'écriture et la preuve. Parce que toi, quand t'as commencé le stand-up, au final, c'était un vrai besoin, quoi. Ouais. C'était pas... comment... Bon, en vrai, on croise un peu avec le stand-up et c'est pas grave. De toute façon, en fait, ça fait partie de 90%. C'est 90% de ma vie, donc forcément. Oui, voilà, ça relie un peu. Mais toi, le stand-up, est-ce que tu l'as commencé, c'est un peu le schéma classique où t'es marrant avec tes potes et tout le monde te dit « Ouais, tu devrais faire du stand-up » ou c'est un truc où tu sentais que t'avais besoin d'exprimer des idées à des gens sur scène? Je crois que les toutes premières fois où j'avais vu de la scène, où j'avais vu des humoristes, ce qui m'avait fait kiffer, c'est le fait qu'ils fassent rire des gens différents. Genre, je sais pas pourquoi, mais j'avais vu plein de gens différents rire et tout. Je me suis dit, mais c'est trop bien, t'es là, il y a la paix, tu vois. Le temps d'un instant, le temps d'un rire, il n'y a pas de problème, quoi. Ça, et puis je me suis dit, en vrai, même le fait de parler de. Il y avait aussi ce truc-là un peu revanchard, je me suis dit, je vais parler de mon père et je vais le tailler. Je sais pas pourquoi j'avais ce truc-là un peu de revanche et tout, mais juste, je pense, parler aussi de mon histoire, la partager et tout. Il n'y a pas forcément une portée égoïste en me disant ouais, bah, je suis marrant, vas-y, je suis marrant avec mes potes, je vais être marrant avec tout le monde. Il n'y a pas un truc. C'était un besoin, en vrai. Ouais, c'est un vrai. Ouais, c'est vrai. C'était quasiment ma nature, en fait. Je me suis dit, en vrai, c'est juste la logique. T'avais besoin de le cracher, mais est-ce que tu prenais un peu ton inspiration dans des parcours de certains artistes musicaux sur ça? Bah après, t'as toujours le délire de success story où le gars va écrire un peu dans son coin et petit à petit monter et tout, et pas forcément d'exemple, parce que je pense que actuellement, c'est l'histoire de quasiment tous les rappeurs qui émergent et tout. C'est toujours souvent des mecs qui ont commencé tout seuls à faire de la musique dans leur chambre aussi. Donc ouais, mais je trouve qu'il y a forcément un lien, mais il y a surtout un lien dans l'écriture entre le rap et le stand-up. Je trouve que t'as déjà un délire de musicalité, un délire d'authenticité, t'as un délire même de rythmique parfois. Mais ouais, toi, du coup, t'as quand même aussi beaucoup ce truc. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé dans la musique quand j'ai commencé le stand-up, de partir de quelque chose d'universel et que les gens se reconnaissent dans ta propre histoire parce que ça décrit quelque chose de beaucoup plus large. Tu vois, par exemple, je sais pas, Rof, tu vois, qui va parler de ses expériences, qui va parler de son expérience à lui dans la rue. Bah, ça va parler à tous les mecs qui ont une expérience à peu près similaire, qui vivent un peu dans les mêmes conditions, parce que c'est la puissance de son écriture. Et toi, c'est quelque chose que tu cherches aussi dans ton écriture au niveau du stand-up. Puis même en dehors de ça, essayer de faire sortir, comme Rof a pu faire, tu peux sortir le délire de la rue en dehors, dans d'autres sphères où des gens qui n'ont rien à voir avec le quartier peuvent écouter. Moi, j'aimerais bien que d'autres gens aussi s'intéressent à mon histoire parce qu'elle existe, qu'elle est là, et que c'est une autre France aussi d'une certaine manière. Donc, montrer cette autre France aux yeux du monde, tu vois, sans forcément tomber dans le gars qui va faire des blagues clichés et se tout dévaloriser tout le temps et tout. Ça, c'est parce que dans le rap, il y a beaucoup de délire d'ego trip où on croit en soi et vas-y, je viens de là, mais je vais devenir ceci, cela. Et c'est un peu ça aussi dans le stand-up. Enfin, en tout cas, pour moi, là, actuellement, c'est je viens de là, mais j'aimerais devenir quelqu'un sans forcément être non plus dans trop d'ego trip en disant que j'ai une Bentley et 4 meufs qui twerkent tous les matins. Ouais, mais pourtant au début, enfin après je sais pas si c'est peut-être perso et je sais pas si tu veux en parler, mais toi au début t'avais quand même un truc où t'étais à l'inverse quand même de l'ego trip, où je me rappelle pour t'avoir connu un peu à tes débuts, que c'était très te dénigrer un peu et rigoler beaucoup de toi, mais sans forcément aller chercher d'ego trip du coup. Ouais, en fait non, c'est ce que je te disais en fait, mais je veux pas forcément tomber dans l'ego trip pour dire de l'ego trip, mais j'ai juste envie que mon histoire soit connue et que les gens s'y intéressent et tout. Mais c'est vrai qu'au début... Après, c'est une manière facile d'intégrer l'humour. C'est comme quand à l'école, c'est ce que je faisais parfois. Pour me faire accepter d'un groupe et tout, forcément, tu commences à te faire des vannes sur toi. Comme ça, les gens rigolent avec toi ou de toi. Et après, ça commence à évoluer. Petit à petit, tu commences à t'imposer, à faire d'autres blagues. Et c'est ce qui se passe un peu dans le stand-up, où j'ai commencé à écrire autrement, à vendre mes blagues autrement. Même parfois garder les mêmes thématiques de vannes et tout, pour juste essayer d'en faire quelque chose d'autre.
Et après, il y a beaucoup de délires de jeux de personnages aussi qui font que une blague dite par Mohamed il y a 3 ans va pas avoir du tout la même résonance que moi aujourd'hui. Je saurais pas comment t'expliquer ça avec plus de détails, mais ça se sent. Enfin, je sais pas, mais je peux faire une blague où tu auras l'impression il y a 3 ans que je vais me dénigrer, mais aujourd'hui, tu vas juste dire ah, mais peut-être qu'il dénonce quelque chose parce qu'il le dit tellement bien. Il est forcément intelligent, c'est un truc. Ouais, parce que t'as amélioré ton discours aussi. Ouais, j'ai amélioré mon discours et même la posture aussi. Genre, le langage corporel a changé. Ouais, t'as plus d'assurance, comme un artiste sur scène. Un peu, ouais. C'est marrant, parce que moi, j'en parlais il y a pas longtemps. Je sais pas si tu connais Zedjun Pavarotti. Non, du tout. En gros, c'est un rappeur entre le rap, le rock. Et moi, je l'ai découvert à l'époque, en première partie d'Orelsan, où il avait une attitude corporelle catastrophique. Vraiment, il avait pas envie d'être là. Et au final, franchement, tout le monde se foutait de sa gueule. Hein. Et c'était au Zénith de Lille. Ah, c'est chaud, ouais. Ouais, c'était chaud. Et au final, tu le vois aujourd'hui, les musiques n'ont pas changé. Tu vois, il fait les mêmes musiques, il fait le même style, mais parce que dans son attitude corporelle, il y a un truc qui a changé. Il le vend autrement. Ouais, les gens le respectent beaucoup plus et l'admirent, et il a des fans, quoi. Il s'est créé une vraie communauté. Là-dessus, parce qu'en plus, ça crédibilise à fond mon propos, quoi. Bah ouais. C'est vrai. Hein. Ouais. C'est vrai. De toute façon, on voit l'évolution que tu as eue pendant tout ce temps. Et toi, on en parlait vite fait au début, mais t'es en train. Enfin, là, tu sors d'une grosse période de préparation de ton premier spectacle, donc, dont la première aura lieu le 6 novembre 2024. Mais est-ce que dans la manière de construire ton spectacle, tu t'es un peu inspiré? Tu sais, il y a eu un peu la mode de ça, de tous les documentaires sur les conceptions d'albums. Il y a eu Vald qui a fait un documentaire Xe, Nekfeu qui a sorti carrément un film. Ouais. Donc, ça, c'est des trucs qui t'ont inspiré un peu Le seul truc qui m'a inspiré, surtout dans Xe, c'est le fait qu'ils disent qu'il faut vivre des choses pour écrire. Et je me suis dit, à partir du moment où j'ai commencé à me dire que j'allais avoir mon premier spectacle, que j'allais dire oui à des expériences. J'ai joué dans une grotte, 12 mètres de profondeur. J'ai donné des cours de stand-up, j'avais jamais fait ça avant, mais c'est juste pour rencontrer d'autres personnes, voir d'autres choses et tout. Je pense que le fait d'avoir un spectacle et de voir un peu les constructions d'albums et tout, je me suis dit que j'allais juste essayer de vivre un maximum de choses et de vivre aussi un peu comme un artiste pour avoir un maximum d'inspi et tout. Mais je sais pas si ça se construit pareil, c'est encore un peu différent. Ouais, parce que tu penses... Parce qu'au final, on fait beaucoup de rapprochements entre la musique et le stand-up pour ça. Tu sais que, en gros, un spectacle de stand-up, c'est pas un long sketch d'1 heure. Non. Tu vois, souvent, on peut le penser comme plusieurs petits sketchs que tu vas imbriquer, puisque aussi, on les travaille comme ça. Tu vois, en comédie club, tu vas faire un passage de 8-10 minutes, et du coup, tu vas roder ces plusieurs passages, et plus ou moins les coller à la fin. Ah, tu les imbriques un peu. Ouais, tu les imbriques. Donc, il y a un peu ce même côté que dans la musique, où tu as plusieurs sons tu vas assembler pour avoir ou non une histoire cohérente sur l'album. Il y a plusieurs visions. Il y a les artistes qui veulent faire une mixtape. Donc la première mixtape, c'est tester un peu, faire plusieurs styles de musique. Je me rappelle d'une mixtape de PLK qui vendait vraiment comme ça, tu vois, comme une carte de visite où ils testent un peu de bossa nova, un peu de pop, un peu de rap, pour dire voilà, je sais faire tout ça. Mais l'album n'a pas de cohérence. Alors qu'il y en a, le premier album, ça va être raconter vraiment une histoire de A à Z. Donc Exactement. toi, tu te situes plutôt de quel côté, tu penses? Plus dans le storytelling, j'essaie de faire un truc. Après, ça peut être aussi qualitatif qu'un mec qui a 10 ans d'expérience, forcément, où tu as le storytelling qui est hyper bien ficelé. Mais ouais, le but, c'est pas du tout de faire un type, genre un spectacle type mixtape. J'ai besoin d'un orthophoniste, aidez-moi. Et c'est plus de faire un storytelling clair, net, précis, parce que, comme je t'ai dit, parle d'histoire du début à la fin. Et comme je te dis, même la musique, ça m'accompagne dans des moments de vie. Alors, le stand-up, c'est des histoires que je raconte, c'est des moments de vie. Donc, j'essaie de créer une chronologie, un truc vivant. Mais c'est quoi, du coup, ta méthode de travail? Parce que c'est compliqué, en testant à chaque fois 8-10 minutes, de les assembler. Tu vois, par exemple, dans la musique, là, je pense à un exemple récent, SDM. Ouais. Tu vois, il fait son album. Les sons n'ont pas forcément directement des rapports entre eux, mais le beatmaker, tu vois, il va faire des transitions entre les sons. Ouais. Ou la fin d'un son, ça reprend la mélo du son d'après, et du coup, c'est fluide. Je pense que quand tu écris une histoire de ta vie, quand c'est sincère, il y a toujours des transitions qui se font un peu toutes seules. Le tout, c'est d'avoir déjà l'histoire en soi. Moi, je l'ai toujours eu dans ma tête. Je me suis toujours dit... J'ai appris à me connaître avant d'écrire des blagues, déjà. J'ai appris à savoir comment je pouvais exprimer mes pensées, à les vendre aussi, parce que ça se vend, des blagues. Il faut faire en sorte que les gens puissent les comprendre, tu sais, les digérer aussi, parce que c'est pas toujours simple à faire. Moi, du coup, j'ai commencé juste à me faire l'histoire dans ma tête et à me dire, en fait, qu'est-ce qui est marrant là-dedans? En fait, c'est marrant tout seul. Et du coup, j'ai écrit ça. Et ce que j'ai surtout perfectionné,
perfectionner. Ce que j'essaye de perfectionner, pardon, c'est mon jeu sur scène et la manière dont je vais le dire. Et automatiquement, je vais toujours faire en sorte de trouver une blague et ça vient au fur et à mesure. Je suis très instinctif en fait. J'ai pas une méthode où d'autres vont me dire, moi je me pose et j'écris 25 pages de mon histoire, ma biographie et entre chaque truc je mets des blagues. Ça c'est drôle, ça c'est drôle. Je trouve toujours le truc à dire. Dans tous les cas, je vais faire en sorte que ce soit drôle parce que j'aime pas me prendre au sérieux, donc ça vient un peu naturellement. Après, c'est la qualité de la vanne que je travaille au fur et à mesure sur scène. Parce que tu parles à des gens, comme je t'ai dit. Tu parles pas tout seul devant ton miroir. Mais il y a un truc intéressant dans ce que tu as dit, c'est que autrement que juste le travail de stand-up en lui-même, tu as appris à te connaître. Oui. Et est-ce que... Parce que tu disais aussi, je te recite plein de fois, mais tu disais aussi que tu as découvert... Enfin, tu t'es ouvert sur plein de styles musicaux récemment. Est-ce que tu penses que le fait de découvrir d'autres styles musicaux, ça a un peu débloqué des cases en toi de « Ah putain, mais en fait, je suis aussi comme ça ». Oui. Oui, voilà, simplement. Merci beaucoup. Au revoir. Et t'as des... Ouais, carrément. En fait, je me suis dit que j'étais pas cantonné à une façon de faire, à une façon de penser. Et je pense que quand tu t'ouvres musicalement, quand tu t'ouvres même dans la vie, dans le style vestimentaire, en fait, pour tout, tu sais, dans les films, dans les séries et tout, et ben en fait, ça débloque un truc dans ta tête. Tu te dis, mais en fait, je peux dire les choses comme je les pense là, et j'ai pas besoin de me dire que les autres vont juger cette pensée-là, ou cette manière de faire, ou cette manière de... Bah, par exemple, est-ce qu'il y a un style musical que tu écoutes aujourd'hui, ou même un artiste, où tu te dis, punaise, le Mohamed d'il y a 10 ans, il serait choqué. Ah bah ouais, bah la techno, carrément. Ouais. Tu sais que je me suis retrouvé dans des soirées hardcore. De base, j'écoute pas ça chez moi, je suis pas en train de faire... Ouais, ok, non, mais t'as le droit. Mais juste, il y a tellement une ambiance, un truc, hein, où quand je me retrouve dans ces soirées, je me dis, oh ouais, ça va. Ouais. Et tu vois, vu que t'es avec des potes et tout, que ça se passe bien. Et le Mohamed d'il y a 10 ans, il ferait, t'es sérieux, frère, tu vois? Non, c'est impossible. Il y a tellement de trucs que je fais actuellement que je me dirais impossible, mais je trouve ça bien, en fait. Genre, je trouve ça bien, ça veut dire que déjà j'évolue. Il y a cette phrase qui dit qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. Je pense que c'est pareil pour les goûts et tout. Et du coup, comme je te disais, oui, effectivement, le fait de m'ouvrir à d'autres choses, ça m'ouvre aussi dans mon imaginaire déjà. Ça m'ouvre dans ma manière d'écrire, ma manière de dire les choses aussi. En plus, là, tu prends un exemple assez violent des soirées techno qui peuvent être hardcore et tout. Mais Ouais, en vrai, peut-être que le Mohamed, il y a 10 ans, il te verrait écouter de la bossa nova pour travailler, il dirait... Oh, franchement, il kifferait en vrai. Ouais, il kifferait. Ouais. Ça, c'est Tu pas... sais ce qui m'a fait un peu découvrir la culture brésilienne, c'est tout con, mais ça marche. Hein. C'est le soft power, mon pote, ça marche bien. C'était la Coupe du Monde 2014. Sérieux? Où t'avais tout un truc où je voulais grave. Je suis hyper influençable en fait. Je suis en train de me rendre compte, c'est une dinguerie. Ah oui, donc quand même, ça fait 10 ans que ça t'intéresse un peu. Parce que là, ouais, attends, non, pourquoi je regarde ma montre? Il n'y a que l'heure dessus, il n'y a pas la date. Ouais, on est en 2024, 10 ans. Hein. Ouais, mec, 10 ans. Ah, ça fait 10 ans avec quelqu'un. Ça, c'est fou. Ouais. Bah, j'ai fait du portugais pour ça aussi. Sérieux? Bah, il y avait aussi un peu de ça. Je voulais apprendre d'autres langues, mais je me suis dit en vrai, espagnol, portugais, j'ai bien aimé la culture brésilienne et tout. Et voilà, il faut le portugais, je suis muito bon. Ça veut dire que je sais pas parler portugais? Non, c'est aujourd'hui, je sais parler portugais. Okay. Enfin, je sais très bien parler portugais, alors que pas du tout. C'est la seule phrase que je sais dire. Ça, c'est vrai. J'ai très mal écouté parce que tu le dis dans un passage. C'est parce que c'est la seule phrase que je connais. Et donc, ouais, moi, je voulais continuer toujours en parlant un peu de toi sur scène et de comment on peut relier ça à la musique. Toi, tu as cette volonté de raconter ton histoire, tu l'as dit. C'est le cœur, je pense, de ce que va être ton spectacle, parce que de toute façon, c'est le cœur de ce que tu fais aujourd'hui sur les plateaux. Est-ce que, peut-être parmi les artistes que tu as cités, il y a un artiste plus que les autres qui t'a inspiré au niveau du storytelling? Parce que ça, t'en as pas tant parlé que ça. Mais est-ce qu'il y a des artistes, tu te dis, putain, sa manière de raconter son histoire, ça me touche vraiment et ça me donne envie de faire pareil? Ou est-ce qu'il y a des artistes comme ça qui t'ont inspiré dans cette manière de travailler? En fait, il y a plein d'artistes auxquels j'ai pas pensé tout de suite. C'est un peu comme un examen, tu sais, où juste avant, tu as toutes les réponses. Mais là, donc il y a DC's, forcément. Lucide, extra-lucide, translucide. Ah, donc quand il revient dans le rap... Quand il revient dans le rap, coup de cœur de fou. Il m'a accompagné, même à mes révisions du bac et tout. Enfin, tu sais, c'est vraiment... je sais pas, il m'a toujours fait un peu kiffer. Tu sais. En plus, lui, ça a toujours été un peu vu comme le rappeur storytelling à l'époque. De fou.
sur des sons. J'ai plus les noms, mais déjà, je pète les plombs. C'est un storytelling. Je pète les plombs, c'est un mini-film, je pète les plombs. En plus, il reprend un film déjà de base. C'est un peu le bail. Mais je pète les plombs, incroyable déjà. Mais il y a d'autres rappeurs moins connus, genre, quand même connus, genre Demi-Portion. Il fait c'est pas des séries, mais c'est Mondico, tu sais. Mondico, c'est quoi? C'est des albums qui racontent des histoires? Oui, parce qu'en gros, je crois qu'il prend une. Je connais pas trop le principe, mais c'était Mondico 4 pour lequel j'avais un coup de cœur. Et l'autre, c'était. Il y a Oxmo aussi. Oxmo Puccino, qui est juste pionnier du rap français actuel. Ouais, c'est des artistes que t'as écoutés, mais c'était qu'en collège. En fait, j'ai un peu, tu sais, c'est un peu de la musique qui a toujours été là, donc je ne saurais pas te dire à partir de quand, jusque quand. C'est des artistes que j'écoute encore aujourd'hui, tu sais, J'ai mal au mic, c'est vieux, tu vois, J'ai mal au mic, c'est quasiment mon âge. Mais c'est pas, j'ai pas découvert quand je sortais du ventre de ma mère. Je sais pas quand est-ce que j'ai découvert J'ai mal au mic, mais j'ai toujours kiffé. Je ne saurais pas te dire quand, mais ça arrivait peut-être après, avant. Mais c'est comme aujourd'hui, je redécouvre encore des sons à l'ancienne. Il y avait le docu sur DJ Mehdi. Tu redécouvres un peu des sons de 113, que tu connaissais déjà, mais là, te refont un truc sur Prince de la Ville et tout. Mais donc ça, tu penses que c'est des artistes qui t'ont influencé inconsciemment sur ta manière de raconter les histoires? Ouais, je pense que ça m'a mis une pression pour avoir du propos et bien dire les choses, surtout. Ah ouais, tu t'es carrément comparé Si tu as conscience que des gens travaillent bien et qu'ils font les choses de manière qualitative et c'est quelque chose qui te plaît, tu vas pas te tourner vers quelqu'un juste parce que ça a l'air plus simple, sans vouloir dénigrer aucun artiste, mais je vais pas faire un truc... EDM, j'étais pas forcément fan, tu vois, mais je vais pas faire un truc à la EDM en me disant, bah tiens, c'est plus simple pour moi. Non, je vais essayer de me mettre une pression pour que ce soit aussi bien que les rappeurs que j'aime bien. Ok, mais c'est marrant parce que souvent le souci de légitimité, de se dire ouais là c'est pas assez bien parce qu'il y a un tel qui fait mieux, on l'a dans notre propre discipline. C'est vrai. Tu vas regarder des stand-uppers, tu te dis bah ouais, son spectacle il est trop bien, je peux pas proposer moins bien. Mais toi donc t'as fait ça même avec le rap. Mais je pense qu'en vrai j'étais pas fan de stand-up de base. Ouais. J'ai juste été fan. Je t'ai dit, moi, quand tu me dis pourquoi tu veux faire du stand-up et tout, je t'ai dit parce que je voulais faire rire des gens. Et pas parce que j'étais le plus marrant de la classe, pas parce que j'aimais bien faire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tu vois, de base c'était pas ça. Et c'est un art qui est venu un peu à moi parce que c'était le truc qui correspondait le plus à ce que je voulais faire par rapport à ce que je voulais dire. Du coup voilà, je pense que le rap m'a fait plus vibrer que le stand-up en soi, quoi. Tu sais, quand tu parles maintenant avec des stand-uppers, tu connais bien maintenant, mais il y en a plein qui vont te sortir des rêves de stand-uppers américains, de Jason Nick, tu vois, je connais même pas son nom. et des trucs comme ça. Et toi, tu vas peut-être dire, ah oui, si je connais parce que très fort ce gars et tout, et moi je vais être en mode, ouais, de ouf, super. Dans Top Chef, il est incroyable. Genre, je vais être perdu, je suis pas forcément les mêmes rêves et tout. C'est pas forcément le stand-up, regarder du stand-up qui t'a permis de progresser en stand-up, c'est rester même sur de la musique. Ouais, la musique, dans l'écriture, dans la musique, je trouve ça tellement beau, puissant. C'est plus ça j'ai envie de faire aussi bien en stand-up que les gens font en musique parfois. Mais en vrai, ça soulève un peu une question naturelle, c'est est-ce que t'as déjà eu envie de faire du rap? Parce que en vrai, tu te dis, j'ai une histoire un peu dont j'ai envie de parler, mes inspirations, c'est la musique. Pourquoi tu t'es pas dit, je veux en parler à travers la musique? Alors, depuis que j'ai vu Dimitri, le dépressif de la classe, qui a redoublé 3 fois, se mettre au rap, c'était le seul qui avait une voiture, me dégoûter. Je me suis dit, plus jamais je touche pas à ça. Ah ouais? Non, mais en vrai, je sais pas, c'était tous les gars de mon quartier qui faisaient du rap, ils finissaient par faire des trucs où, genre, c'était pas à Roubaix où il y avait 59 crews. En fait, les gars qui aimaient ce genre de rap et tout, en plus, en vrai, il faut le faire parce que c'est hyper dur de rapper et tout, mais c'est juste les mecs qui aimaient ça, et ils me donnaient pas envie de traîner forcément avec eux et de faire comme eux. Et donc, je me suis dit, non, je vais pas me mettre au rap, en plus, je suis nul à rapper, enfin, c'est plus ça. Mais j'ai fait du slam. T'as fait du slam? J'ai fait du slam avec une maison de quartier. J'ai fait un truc qui s'appelait... Ça commençait par la violence conjugale. Une violence à 2 balles. Bon, au final, le slam, c'est un peu l'entre-deux. C'est un entre-deux, ouais. Mais c'est un atelier, c'est venu un peu à moi comme ça, et j'ai adoré. Au final, t'écris pour un truc qui est plus proche de la musique, mais après, ça peut se transposer facilement au stand-up. Ouais, mais tu vois, genre... c'est bête à dire, mais... bizarrement, j'ai toujours été... C'est la culture, je pense, hip-hop en soi que j'aimais. Et je trouve que le stand-up, ça colle bien. Dans la culture... C'est une culture urbaine pour moi. Tu t'es beaucoup intéressé à la culture hip-hop en général? En général, ouais. Ouais, j'allais voir des compétitions de break tout seul. Ah ouais? Ouais, donc vraiment passionné. J'adorais ça, je sais pas, c'était l'atmosphère, en fait. Toujours les ambiances, moi. Un truc un peu américain. Genre, je sais pas, il y avait un truc même de bienveillance entre les gens, de spectacle, de... Genre, je sais pas, il y avait un truc fou, un truc qui sortait un peu du quotidien à notre condition. Ouais. J'ai dit ça comme si j'habitais dans un camp, mais non, vraiment, ça m'a toujours fait un peu vibrer. Pourtant, moi, j'ai l'impression que quand on était vraiment jeune, il y avait moins ce truc de bienveillance et que c'est arrivé plus tard, justement.
Non, pas dans le break. Je trouve que quand j'ai Dans connu... le break, tu veux dire? Ah, quand j'allais voir la compétition de break, il y avait ça tout le temps. Dans le rap, forcément, t'avais les délires peut-être de clash et tout. Mais je trouve que dans le break, il y a toujours un truc de bienveillance. Franchement, j'ai jamais vu de gens pas se respecter. Au contraire, ça se check, ça s'encourage, ça se félicite. C'est juste une énorme fête, c'est juste beau, quoi. Et t'as breaké un peu? Non, frère. Non. Ah, je me suis inscrit au popping, j'adorais faire un peu C'est mon délire, ouais. de move et tout. Mais je crois que je suis allé à une seule session, mais j'ai fait de l'escrime. Pas très street Ok. comme sport. Ça, c'est hip-hop, ça. Je te dis, j'aurais pu faire tout et n'importe quoi, en fait. Mais pas de rap. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais rappé, jamais pensé à rapper. Pas pour moi. Chacun son canal, hein, chacun Ouais. sa méthode de diffusion de Ouais. son histoire. C'est beau aussi. C'est beau. Mais parce que ouais, t'as vraiment pas eu de potes. En vrai, je pense que c'est juste une question de... T'as pas eu ton meilleur pote qui a commencé à en faire et peut-être une question d'opportunité aussi. Ouais. C'est vrai que je me suis pas entouré de gens qui faisaient du rap et tout. Ouais, parce que moi, j'ai eu une période où j'en ai fait parce que justement, j'avais un pote qui s'y était mis. C'est vrai? Il avait fait son petit studio avec un micro et tout. Et en fait, tu te rends compte, bah, en fait, c'est pas un si gros investissement que ça de pouvoir faire la base, tu vois. Ouais. Après, moi, c'était vraiment l'autotune. J'ai découvert l'autotune. J'étais comme un ouf, hein. J'ai pas dormi pendant 3 jours. Ah, tu m'étonnes, t'as dû t'amuser. Ah ouais, j'étais juste là à chanter dans ma chambre. Je mettais sur les enceintes. Du coup, j'avais le retour avec le reverb dans la chambre. Ouais. Et vraiment, j'avais l'impression, tu sais, à moitié dans une église, mais à moitié dans un studio de rap. Ouais, je capte. Comme si tu rappais un peu dans une boîte de conserve au final. Exactement. Ouais. Exactement. Une boîte Bonduelle. C'était mes premiers sons. C'est hyper précis. Je sais pas si tu connais un peu le rituel de fin du podcast, mais en général, je demande un top 5. Voilà, tu peux faire un top 5 des sons qui définissent un peu ce qu'est Mohamed Merabé aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, Mohamed Merabé est un homme mélancolique. Et non, je ne connais pas du tout. Non, mais j'écoute. Donc, je dirais Prince de la Ville. Prince de la Ville, j'avais déjà découvert petit, mais c'est revenu là. Je t'ai dit tout à l'heure avec le documentaire de DJ Mehdi. Et surtout parce que ça me parle, parce que j'aimerais bien être le prince de ma ville. Ah, t'as ce côté un peu... Ouais, toi, t'as grandi à Dunkerque. Ouais. T'as le côté... t'aimerais bien représenter un peu ça. J'aimerais bien être une figure de. Je pense que dans le fond, en vrai, ce serait mentir que. Je sais pas, j'aime pas me la péter. Si un jour ça marche, j'aimerais pas me la péter, mais j'aimerais juste être reconnu pour faire quelque chose de bien. Tu vois. Ouais. Puis t'apportes du positif sur ta ville, en fait. Mec, ça serait trop bien. C'est juste... Je donne envie à d'autres gens de faire comme. Mais les Princes de la Ville, ça apportait vraiment ça, ce sentiment d'appartenance à sa ville, Ouais, oui. de l'apporter, de le rendre positif aussi. Ouais, frère, ils ont mis Vitry sur le toit de la France pendant je sais pas combien d'années, c'est fou, frère. C'est un truc de fou malade. Si un jour je peux faire ça avec. Parce que je dis Dunkerque toujours, mais en vrai, ville de cœur, c'est Grande-Sainte. Ok. C'est comme je suis parti, j'ai fait la plupart de mes années là-bas et tout. Donc, si je peux être le prince de Grande-Sainte, de JS, Bon, franchement, stylé. Hein. ce serait stylé. En vrai, j'aimerais bien. Ça, il y avait. Ah oui, et Je les garde d'ici. C'est un storytelling. Mais il parle de ses proches dans Je les garde, je crois. Ok, Je sais pas, mais je la trouve très belle. ok. Il y a la bohème parce que je suis stand-upper et que j'ai pas de thunes. Ok, ouais, c'est vrai que ça peut parler un peu. Hein. Pour moi, je trouve que là, c'est juste parfait. En plus, pour plein d'artistes et tout, c'est encore la vie d'artiste actuellement. Pour plein de gens. Puis c'est une des plus grandes performances vocales de la chanson française. De toute façon, c'est reconnu pour ça. Hein. Oui, exactement. Mais ouais, toi, même dans le thème, quoi, ça te parle. Bah oui, juste contre un bon repas chaud. On fait ça contre un bon verre de bière. C'est pas pareil, mais c'est. Il y a It's That Time de. Comment ça s'appelle? C'est Marion Hofstadt. J'ai Ok. essayé de mettre un petit accent. Ouais. Mais juste parce que c'est un peu de techno. Un peu de techno, ouais. Et j'aime bien, juste. C'est un peu moi, ces temps-ci. Tout à l'heure, on parlait un peu de la transition que j'avais entre avant et aujourd'hui sur les goûts musicaux. Donc là, ça colle bien à ce que je suis actuellement. Et de Groovy Cat, juste parce que j'aime. Le Groovy Cat, c'est une chanson du qui? C'est Pausa, un truc comme ça. J'ai jamais su prononcer le nom. C'est un artiste. Je sais pas, mais c'est un peu. C'est de la house. Mais genre, c'est. Là, je crois que c'est un remix de La Panthère Rose. C'est une musique que j'écoute en soirée, que je peux écouter même avant les comédie clubs. Pas dans mes écouteurs, mais quand j'organise au bazar. Je peux mettre ça juste avant, soit pour les clients, soit juste pour moi quand il n'y a personne. Tu mets ça à fond, ouais. Et juste, tu t'ambiances. Ok, bah, très bien, très beau top 5. Merci. Très diversifié et tout. Donc là, on arrive sur la fin de l'épisode, Mohamed. Non. J'espère, si, c'est obligé en fait. Avant de se quitter, j'aimerais bien refaire un petit tour sur tes actus. Donc toi, tu l'as dit à l'instant, t'organises
quand même un plateau toutes les semaines au Bazar. Ouais. Donc, c'est tous les samedis au Bazar à 21h. Oui. Un plateau, 6 humoristes. C'est que le samedi ou c'est encore le mercredi Non, pour l'instant, on fait que le samedi. Moi, en tout cas, je fais que le samedi. Mais il y a collègue Stéphanie Machard qui organise le jeudi, vendredi. En tout cas, toi, ton plateau, c'est le samedi. Puisque C'est le samedi. C'est quand même ton épisode. Donc, C'est mon plateau. on le met en avant d'autant plus. Mais surtout, ta grosse actu du moment, c'est ton spectacle. Donc, que tu vas jouer pour la première fois le 6 novembre au Spotlight de Lille. À 21h. À 21h. On réserve sur le site de Spotlight Mapado, sur la Fnac, avec le Pass Culture aussi. Et je crois que c'est tout. C'est 3 sites. Et c'est tarif étudiant 12 €. Intéressant. 16 € sinon. Pour les places tarif plein, malheureusement. Je ne peux pas faire de réduc. Et en tout cas, j'ai hâte de voir un maximum de gens bienveillants, surtout des gens qui seront intéressés par mon histoire. Okay, et je pense que ça va être un beau moment. Tu veux le pitcher en quelques mots ? Moi, en vrai, je parle de moi, je parle de mon histoire, je parle, comme j'ai dit, d'une autre France, un truc qu'on ne connaît pas forcément. Ouais. Donc en vrai, cet épisode d'1 heure où on parle de toi, c'était le meilleur pitch possible. C'est exactement ça, mec. C'est exactement ça. Bah, ça me fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir Mohamed lors de son spectacle qui s'appelle À quoi bon ? Ouais. À quoi bon ? Première... On dirait que c'est un Pokémon. Comment tu le dis vite ? C'est vrai. Comment ? Le À quoi bon ? Mais Pokémon, n'hésitez il s'en pas... fout un peu. Un Pokémon lazy. Mais n'hésitez pas à aller voir le spectacle de Mohamed pour avoir vu beaucoup travailler en Comedy Club. Je sais que c'est un spectacle qui va valoir le coup, que ce soit la première ou la deuxième ou la troisième ou n'importe laquelle, si vous n'êtes pas disponible le 6 novembre. C'était un vrai plaisir de te recevoir dans le podcast pour cette 10e. On avance à échelle grand V. Je suis content parce que c'est rond. Le 10e et tout, c'est un peu... Bah ouais, non, mais moi, ça me fait plaisir de t'avoir reçu. Quant à nous, les petits points entre les artistes, j'espère que cet épisode vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à suivre Mohamed aussi sur les réseaux. Mohamed-Merabé. Non, ça a changé. Ça a changé. C'est tiré-du-bas, Mohamed Merabé. M-E-R-A-B-E-T. Ok. Tiré-du-bas. De toute façon, maintenant, il y a la vidéo. Je mettrai sur la vidéo. Juste là, est-ce que tu as ce bon montage pour le mettre là, comme ça ? Tu le mets dans la description. Genre mon nom, mon Insta, tu vas le mettre juste là ? Tu me mets... Ici ? Montre. Et je mets ici. Je me crois sur YouTube, en fait. Ouais, mais pas de souci. Ouais, c'est exactement ce que je vais faire. Voilà, n'hésitez pas aussi à suivre Le Pont entre les arts sur les réseaux sociaux pour être au courant de toutes les actualités. Et moi, j'ai un petit rituel à la fin du podcast. On peut le faire ensemble. À 3, on dit bisous en même temps. Vraiment, c'est le rituel le plus simple du monde. D'accord. Voilà, tu peux regarder ta cam, je regarde ma cam. 1, 2, 3. Bisous. On l'a pas dit sur le même rythme. Non. Pas de souci. C'était une très belle fin de podcast. Voilà. Tout est bien qui commence bien. J'ai des papillons dans l'estomac. J'ai dit je t'aime à des filles que je déteste au max.